Bonjour, bonjour et merci à tous les gens qui nous ont rejoints dans cette séance qui est dédiée à l'hygiène et à la désinfection dans le secteur agroalimentaire. Personnellement, j'interviens en tant que pharmacien responsable du groupe Oxypharm. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Damien Grelier qui, lui, est chimiste, ingénieur de formation, bien sûr, et qui va pouvoir répondre à pas mal de questions qui seront dédiées à la construction des produits et des systèmes de désinfection. Dans le cadre de l'agroalimentaire, vous êtes confronté évidemment en permanence à des soucis de désinfection. Vous arrivez vous-même à établir des protocoles pour cela. Et la société et le groupe Oxypharm a établi un protocole en association avec Sanivap, qui appartient au groupe Oxypharm, a mis au point un protocole qui nous permet de faire du nettoyage et de la désinfection que l'on a nommé bio-nettoyage et bio-désinfection. Alors, à titre personnel, je suis plutôt impliqué dans le secteur médical et c'est de là qu'évidemment le secteur agroalimentaire a pu s'exprimer d'une façon extrêmement importante. Dans le secteur médical, on est confronté à des problèmes humains. Donc, évidemment, il faut pallier à la dépression des patients, la dépression, bien sûr, infectieuse des patients. Il faut aussi protéger le personnel qui est dans l'encadrement des patients. Ça, c'était tout à fait évident. Mais dans l'agroalimentaire, on a eu plus, et surtout dans le passé, un acte, je dirais un objectif, un acte d'action qui était basé sur l'intégrité du produit fini. Donc pour ça, évidemment, il fallait se baser sur le nettoyage, la désinfection, et l'association du groupe Oxypharm qui intègre Sanivap va nous permettre de faire du nettoyage et de la biodésinfection à la vapeur, et de la désinfection finale avec le concept Oxypharm. Alors, je vais reprendre dans l'agroalimentaire ce qui est le plus important. Intégrité du produit fini, protection des hommes qui vont travailler sur les chaînes de production et protection aussi des systèmes administratifs parce que les sociétés agroalimentaires ont une dimension telle qu'aujourd'hui, si un des départements est complètement lésé par l'absentéisme, rien ne pourra sortir des chaînes. Évidemment, là, on aura un déficit financier important qui se concrétisera par d'abord un manque des chaînes d'approvisionnement qui pourra se faire évidence dans les supermarchés ou ailleurs, mais évidemment, aura un impact direct sur le chiffre d'affaires des sociétés. Alors pour ça, on a un cercle vertueux qui sera toujours axé sur sécurité du personnel et sécurité de la production, respect de l'environnement, c'est-à-dire utiliser des concepts qui vont être bio. Quand je dis bio, c'est-à-dire soit ne pas utiliser de produits chimiques qui vont laisser des résidus dans la phase de nettoyage, soit ne pas utiliser dans la désinfection des produits qui vont laisser des résidus et qui nous permettraient d'avoir en général une bactériorésistance importante et évidemment de créer beaucoup de soucis ultérieurement sur la finalité du produit. Évidemment, tout ça est encadré par un système normatif sur lequel nous reviendrons et sur lequel on vous présentera aussi bien dans le cadre de nettoyage et de la pré-désinfection à la vapeur, puis de la désinfection avec le concept de Nocotec, on vous présentera donc l'ensemble des normes sur lesquelles nous sommes affiliés. Je crois que Damien va intervenir sur la première question. Donc, notre première question, c'est est-ce que vous utilisez des méthodes de nettoyage alternatives telles que la cryogénie, la vapeur, la lumière pulsée, des produits enzymatiques, de l'ultrason ou quoi que ce soit d'autre? Merci. Alors, bien entendu, vous pouvez intervenir à tout moment, il n'y a pas de souci. Et enfin, de présentation, Damien, ce sera un plaisir de vous donner la plus grande partie des réponses, j'en suis certain. On va partir sur un concept médical qui est la mise à gris et la mise à blanc. En fait, quand on travaille dans le monde médical, on va d'abord procéder évidemment à un nettoyage pour pouvoir prétendre faire de la désinfection. Ça, je le répète sans arrêt, évidemment, il n'y a pas de désinfection possible s'il n'y a pas de nettoyage. C'est un petit peu comme pouvoir prétendre se désinfecter les mains sans jamais se les nettoyer. C'est bien le gel hydroalcoolique, par exemple, on l'a tous vécu dans la pandémie, mais au bout d'un moment, forcément, si on ne se nettoie jamais les mains, ça posera problème. Et ben, c'est la même chose dans les surfaces de production. Si on ne les nettoie pas,
On ne pourra jamais prétendre à un niveau de désinfection suffisant qui permettra d'assurer l'intégrité de la production finale. Pour ça, on va partir donc du concept de mise à gris et de mise à blanc. Alors, mise à gris, c'est un nettoyage. Il est clair que dans le cadre de la société Sanivap, on verra tout à l'heure, on utilise des systèmes vapeur. Pour nous, la vapeur, ça semble être le meilleur système pour prétendre à faire un nettoyage sans laisser de résidus, parce que c'est l'eau que l'on porte à une certaine température et qui a des particularités de nettoyage, de tensioactivité qui permettent de se passer de produits additifs comme des surfactifs. Et évidemment, donc, de se passer de résidus, ce qui va tout à fait dans le sens de ce que l'on cherche à promouvoir. Ensuite, on va passer à la mise à blanc. Mais avant, c'est ce que l'on voit ici, pour la mise à gris, on va utiliser les concepts vapeur. Les concepts vapeur qui font de la détergence. Alors, je voudrais revenir sur une petite notion physique. Quand vous voulez nettoyer votre vaisselle avec de l'eau qui est relativement fraîche, vous allez ajouter un savon, un détergent, un tensioactif, il est anionique, il est cationique, non organique, amphotère, peu importe. Vous allez ajouter un savon. Et en fait, ce savon, si vous avez une poêle qui est chargée de gras, par exemple, va émulsionner la graisse qui est dedans et vous allez pouvoir éliminer les saletés qui sont au fond de la poêle en créant une émulsion. Et avec de l'eau froide seule, ce serait extrêmement compliqué. Et la vapeur, elle a une particularité. C'est-à-dire que quand elle est portée à 100 degrés, quand l'eau est portée à 100 degrés sous forme de vapeur et qu'elle est forcée sous une pression de 3 à 4 bars, la tensioactivité de l'eau est la même que celle que l'on obtient avec une eau froide additionnée d'un tensioactif. Donc, les générateurs de vapeur vont vous permettre de créer une surface de nettoyage parfaitement saine. Et quand je dis saine, c'est avec un minimum de log sur l'inoculum. L'inoculum, c'est la présence de germes, ce qu'on appelle communément le biofilm. C'est l'ensemencement bactérien qui est en surface et qu'il faut détruire. Bon, évidemment, si l'inoculum est grand et très élevé, en millions de germes, la désinfection va être compliquée. Donc, on fait avant du nettoyage. Et le meilleur nettoyage possible, c'est la vapeur, puisque les résidus seront absolument absents. Il n'y aura même pas de calcaire, puisque le calcaire, lui, va rester dans la machine. Donc, on a une vapeur pure, à haute pression, et c'est aujourd'hui, je pense, le meilleur système qui est trouvé pour faire, quand il est applicable, bien sûr, que pour faire du nettoyage nécessaire à une bonne désinfection. Ça, c'est un gros problème qu'on a en général au niveau hospitalier et que la formation du personnel est déterminante. Donc, toujours du nettoyage avant la désinfection. Donc, notre deuxième question, c'est maintenant sur la désinfection finale. Est-ce que vous utilisez des méthodes de fumigation, de brumisation avec du peroxyde d'hydrogène, de brumisation avec de l'acide peracétique, de brumisation avec un ammonium quaternaire, des brumisations à l'alcool, des pulvérisations manuelles, des lingettes, de l'ozone ou quoi que ce soit d'autre? Thierry, je vous laisse la parole. Merci. Donc, on va reprendre un peu plus loin. On a fait le nettoyage. Maintenant, on va faire la désinfection. Et toujours pareil, dans le système de désinfection, c'est là qu'entre en jeu Oxypharm avec le concept Nocotec. En fait, en 2000, quand est sorti ce concept, on a évidemment bien sûr travaillé dans le monde médical, qui est encore une fois est notre premier secteur d'application. Mais on a tout de suite sorti en fait un nouveau procédé de désinfection. C'est vrai qu'à l'époque, pourtant c'est pas si vieux que ça, on utilisait à peu près tout. Et puis on s'est mis à être de plus en plus rigoureux. C'est vrai qu'on a recherché des choses qui laissaient de moins en moins de résidus parce qu'on s'est rendu compte que le résidu était générateur de bio-infections ultérieures. Donc on a travaillé là-dessus et on a travaillé sur un des plus vieux produits qui existent. C'est le peroxyde d'hydrogène, c'est l'eau oxygénée, celle qui blanchit les cheveux, celle qui traite les dents aujourd'hui quand on veut faire des gels de blanchiment. Donc le peroxyde d'hydrogène, c'est un produit majeur. J'irai même plus loin. Je n'engage que moi, à titre personnel, je pense que le peroxyde d'hydrogène dans les 10 ou 20 prochaines années sera le produit de désinfection, avec ou sans Oxypharm, avec ou sans d'autres groupes, peu importe, mais je pense que de toute façon, il fera valeur de référence et que tout le monde finira par utiliser ce type de concept. Ils seront en spray dirigé, ils seront en immersion, mais en tous les cas, ils seront de toute façon en DSVA, c'est-à-dire en désinfection des surfaces par voie aérienne. C'est ce que l'on établit et c'est ce que vous voyez là. C'est-à-dire c'est une machine qui a la particularité d'être une énorme turbine,
comme un turbocompresseur de voiture, une turbine chauffante ionisante qui va propulser un air chauffé ionisé à très grande vitesse. On a 80 mètres par seconde. Et quand cet air pulsé très fortement va être extrait de la machine, il va entraîner un produit qui est liquide au départ et qui est un peroxyde d'hydrogène spécialement dédié à l'agroalimentaire, c'est pour ça qu'il s'appelle Nokolis Food, et qui va ensuite être transformé en gaz parce que les gouttelettes projetées vont se diffracter et on va obtenir un gaz qui va se disséminer dans toute la pièce, qui va couvrir 100% des surfaces. Et quand je dis 100% des surfaces, c'est plafond, sol, mur, bureau, sous le bureau, absolument partout, et qui va permettre d'avoir une activité aussi bien bactéricide que fongicide, que mycobactéricide, une activité sur les virus, bien sûr, et sur les bactériophages. Donc, tout ça nous permettra d'intégrer des normes que l'on verra, mais tout ça nous permettra surtout d'obtenir une désinfection quasiment totale. Et je reviens souvent à une phrase que j'ai tendance à disséminer lors des séminaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on transforme une cuisine en bloc opératoire en 2 heures sans résidus, et ce qui nous évite évidemment bien des soucis après. Alors, imaginez dans l'agroalimentaire, c'est redoutablement important, mais aujourd'hui, au niveau des hôpitaux, ça a été fondamental. À propos des normes, certification, je continue un petit peu sur les normes de certification. Après, je repasserai la parole sur les études de cas que nous avons fait et que Damien a pu valider et faire. Donc, chez un industriel qui nous avait fait confiance. Donc, je reparle des normes. Tout est encadré aujourd'hui par des normes et certifications. Ce n'était pas le cas avant. Même la vapeur, aujourd'hui, a un encadrement de normes et de certifications. Sanivap, par exemple, qui est donc, encore une fois, une des sociétés du groupe Oxypharm, dédiée à la vapeur, a une norme 13485. Ça, vous les connaissez en général, parce que la 13485, c'est une norme de qualité. On est sur la version 2016, qui est la version la plus stricte. Et une norme est sortie, il y a de cela 3 ans, 4 ans peut-être, qui est la 72110, au sein de l'AFNOR, une norme européenne maintenant, qui nous permet de valider l'effet de la vapeur sur des germes, des fongiques, des spores, des virus, et qui est liée à la vitesse de passage des instruments comme les balais, les brosses, etc., sur les surfaces, sur une certaine quantité de germes, sur une certaine concentration de germes, sur un certain degré d'inoculum. Et c'est une norme pas facile à passer. Donc aujourd'hui, je crois qu'il doit y avoir en Europe 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 sociétés qui ont pu se voir affilier cette norme. En ce qui concerne Nocotec, avec la désinfection, il y a une norme qui date de longtemps, de 1989, la première, évolution en 2014, qui est une norme française, NFT 72281. Cette norme a été la première en DSVA. Et elle était la première en DSVA. Pourquoi? Parce que la France est un pays leader en DSVA. Et avant qu'Oxypharm existe, on faisait de la DSVA déjà, mais avec du glutáraldéhyde. Et le glutáraldéhyde, on le transformait en gaz, et évidemment, il fallait fermer les pièces pendant 3 à 4 jours. C'était vraiment dans des cas absolument extrêmes qu'on utilisait le glutáraldéhyde. Pardon. Et quand on a commencé en 2000, justement, c'était pour contrer ce glutáraldéhyde qui était urticant, générateur de beaucoup de maladies pulmonaires. Et en 2006, le glutáraldéhyde a été classé cancérogène. Donc évidemment, la donne a changé et la DSVA est devenue, on peut dire essentiellement, une DSVA à base de peroxyde d'hydrogène. Aujourd'hui, cette norme, la 72281, en fait, est devenue européenne avec la 17272, qui reprend plus ou moins les mêmes concepts. Encore une fois, ce sont les Français qui ont presque imposé au reste de l'Europe leur façon de voir la DSVA. Et on a eu quelques variantes qui ont été exprimées, mais globalement aujourd'hui, la force française, même si elle n'a pas été colossale, a été déterminante parce qu'elle avait un vrai savoir dans ce domaine. Et évidemment, l'encadrement est 13485, version 2016. Et l'ensemble nous fait passer directement aux autorisations de mise sur le marché. Donc les demandes aujourd'hui sont en cours. Il faut savoir qu'aucune société sur les dernières versions n'a pu avoir d'AMM européenne.
Mais bon, encore 6 mois ou 8 mois, et je pense que tout ceci maintenant appartiendra au passé. Étude de cas. Donc Damien va nous en parler. Je vous remercie Thierry. Donc, je vais vous parler de la validation. Est-ce que vous pouvez avancer d'une slide, s'il vous plaît? De la validation de notre traitement Nocotec dans une grande coopérative laitière sur une tour de séchage du lait. Donc, les objectifs de cette validation pour l'industriel, c'était tout d'abord de valider l'efficacité, ensuite de regarder l'impact sur le personnel et l'environnement du traitement, et ensuite et aussi l'impact sur le produit fini. Donc, le traitement s'est fait sur une tour de séchage dont on voit le schéma ici. La tour de séchage, c'est un grand bâtiment dans lequel on a un cyclone qui va sécher le lait par des méthodes de séchage par tour d'atomisation. Voilà. Et on fait de la poudre. Les contraintes dans ces environnements-là, c'est que une tour de séchage de poudre, c'est un endroit où il y a absolument pas d'eau, donc dans le bâtiment. Donc, ni pour le nettoyage, ni pour le rinçage, on ne peut utiliser l'eau. Ensuite, c'est la taille du bâtiment. Ici, on a un bâtiment qui est une petite tour de séchage, mais qui fait quand même 22 mètres de haut. Donc, on ne peut pas aller nettoyer l'ensemble des pièces, surtout les hauteurs, sans avoir des cordistes ou des échafaudages, chose qui ne se fait pas en routine. Voilà. Et enfin, c'est la sensibilité du produit fini, la poudre de lait, qui est très sensible aux différentes pollutions bactériennes qui peuvent se produire. Donc, on a choisi une tour avec l'industriel qui était une tour avec un historique fort en non-conformité environnementale, qui était une tour qui était complètement isolée du reste de l'usine, ce qui permettait de faire le traitement quand on voulait et de permettre de ne pas avoir de salariés qui viennent dans cette tour inopportunément. Donc, cette tour était ancienne, environ 30 ans, d'une conception de l'époque, c'est-à-dire pas forcément avec des normes d'hygiène comme aujourd'hui pour la nettoyabilité de tout ce qui était fait. Et on a une tour qui est élevée sur 6 niveaux. Donc, 6 niveaux séparés entre eux, accessibles uniquement par des escaliers. Et seul le niveau 3 pouvait être accessible par un monte-charge. Donc, on a dû utiliser on n'a plus utilisé que 2 appareils, l'un au rez-de-chaussée et l'autre au niveau 3 pour traiter l'ensemble de la tour qui faisait à peu près 8000 m3. On a fait un traitement avec seulement 2,5 millilitres par mètre cube de peroxyde d'hydrogène, ce qui fait qu'on a traité la tour avec 20 litres de produit. Et on avait 4 heures de disponibilité sur la tour. Dans un premier temps, on a cherché à valider Est-ce que vous pouvez revenir en arrière? Oui, en arrière. Ouais, merci. Je n'ai pas le contrôle des slides, juste celle-ci, merci. On a cherché à valider, comme les appareils étaient donc au premier et au 3e niveau, on a cherché à valider que le produit se diffusait bien partout, sachant que le seul passage qu'il y avait, c'était des escaliers, un passage de câble et le tour du cyclone de séchage. Donc, on a mis des languettes Nocotest partout. Les languettes permettent de valider la présence du gaz émis dans tous les niveaux. Ensuite, on s'était engagé avec l'industriel sur un traitement de 4 semaines. Vous pouvez y aller. Donc, l'industriel a mené une campagne de prélèvement un petit peu exceptionnelle sur cette tour, avec des analyses donc de 4 familles de bactéries, les entéros, les salmonelles, les chronobactères et la flore totale. Donc, ils ont prélevé 11 endroits différents, comme des rideaux, des dessus d'armoires électriques et des endroits assez peu accessibles comme ça.
Et sur les tableaux fournis par l'industriel, nous avons, pour que ça soit plus lisible, en vert les prélèvements conformes et en rouge les prélèvements non conformes. À l'issue du premier traitement, on a eu 11 traitements au départ, avant le premier traitement, je vais y arriver, il y avait 11 non-conformités et après 8. Une semaine après, on a fait un deuxième traitement où là, ils avaient poussé encore un petit peu plus loin les prélèvements. On avait quand même 16 non-conformités au départ et seulement 4 à la suite. Le troisième traitement, on n'avait plus que 5 non-conformités et une après traitement. Et le dernier, on a 4 non-conformités avant et 0 après. Donc, ce qu'on peut observer, c'est une baisse avant et après le traitement qui intervient, mais aussi une baisse au fur et à mesure des traitements. C'est pour ça qu'on insiste, quand on fait des essais et quand l'industriel utilise notre produit, de faire des traitements le plus régulièrement possible. Vous pouvez avancer. Merci. Alors là, ce graphique correspond aux analyses de routine faites par le laboratoire. Je vous avais expliqué que les analyses faites, c'était des analyses un petit peu plus poussées sur cette tour. Et sur cette tour, il y a des analyses de routine qui sont faites. Là, on a une dizaine de semaines de recul. Donc, on voit qu'il y a effectivement des non-conformités assez disparates et erratiques. De temps en temps, il y en a 0, de temps en temps 5. Et voilà. Et ils avaient du mal à récupérer cette tour. Et les 4 traitements correspondent aux 4 flèches à la fin. Et à chaque fois qu'on fait ces traitements, on s'aperçoit que dans les analyses de routine, il n'y a plus aucune non-conformité. Donc, ce qui nous a permis de prouver l'efficacité du traitement et surtout d'insister sur le fait qu'il faille une régularité dans ces traitements, surtout sur ces environnements secs. Voilà. Ensuite, on avait 2 autres objectifs. Vérifier l'acceptabilité auprès des salariés et l'innocuité sur le produit final. Les équipes ont été très satisfaites de la mise en place du traitement parce que ces 2 machines, on les allume et on revient 4 heures après. Qu'il n'y a rien à faire sauf bien sûr le nettoyage avant, mais aucun endroit à protéger, et qu'après le traitement, aucune odeur, aucun changement n'a été constaté dans la tour. Ensuite, on a fait quelque chose d'assez spécifique. On a mis en contact les poudres pendant le traitement. Et ils les ont analysées dans leur laboratoire. On n'a pas observé d'aspect de changement, c'est-à-dire que la poudre est restée poudre et n'a pas fait de grumeux ou roche. On n'a pas eu de changement physico-chimique et on n'a pas trouvé de traces de Nocolis Food. Donc voilà, les 3 objectifs qu'on s'était fixés sur cet essai ont été atteints et maintenant cette coopérative travaille régulièrement avec nous et est équipée de, je crois 5 Nocomax et plusieurs Nocospray. Donc voilà pour cette présentation. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si je voulais rajouter un petit commentaire à votre présentation, dont je vous remercie. On a exactement le même problème dans le monde médical, et on le voit sur tous les types de germes. Et une question qui est assez récurrente, c'est de savoir si tout ça marche sur tel ou tel germe ou tel autre. Je reviens quand même sur les certifications et sur les normes. Elles sont basées quand même sur un certain nombre de germes, et on pense, quand on a réuni tous les experts autour d'une table à la FNOR, on pense qu'on a couvert à peu près tout le spectre bactérien. Et si on a un concept qui est efficace sur les germes normés, on peut penser que globalement, ce sera le cas sur tous les germes qui sont présents. Les germes problématiques, il y a quand même fort heureusement dans la vie beaucoup de germes qui sont très utiles. On en a sur la peau, sans ça on pourrait pas vivre. Et tous les germes qui évidemment se retrouvent dans une fausse route, c'est-à-dire là où ils devraient ne pas être, c'est-à-dire dans des produits agroalimentaires in fine, là on se rend compte qu'on a une efficacité totale quand on arrive à respecter une norme.
Donc, on va revenir sur le dernier sondage. C'est un sondage de popularité. Est-ce que vous nous connaissiez avant? Est-ce que vous connaissiez le groupe Oxypharm avant, oui ou non? Et ensuite, on va pouvoir passer aux questions parce qu'il y a eu pas mal de questions intéressantes. La première, c'est que pouvez-vous nous conseiller pour le nettoyage des tuyauteries dans un moulin à farine? Le nettoyage, moi, j'ai pas d'expérience à la vapeur et tout ça. J'ai fait de la désinfection avec le procédé Nocotec sur des tuyaux de moulin à farine qui ont donné des très bons résultats parce qu'on peut utiliser une sorte de pistolet pour diriger le traitement directement dans les tuyaux. Et on a eu de très bons résultats à condition de respecter un temps de contact assez long. Donc ça peut fonctionner. Je n'ai pas vu si la question c'était nettoyage ou désinfection. C'était nettoyage, la désinfection, nettoyage des tuyauteries. Alors nettoyer de la farine, c'est pas facile, il faut du grumeau quand même. Donc c'est pareil pour le lait, quand même le lait pareil pour le maternisé, puis il s'agissait de ça. Donc nettoyage, ça reste du nettoyage. Chaque secteur d'activité va avoir ses propres protocoles et va essayer de les optimiser. Moi j'ai eu un cas, c'était des camions qui transportaient des farines. Effectivement, les tuyaux qui servaient à déverser la farine dans les boulangeries avaient été désinfectés par du no-colise avec une activité vraiment extrêmement positive. J'ai pas d'autres cas, si vous voulez, sur la farine. Moi, c'est ce que j'exprime. La désinfection, il n'y a pas beaucoup de soucis. C'est plus ce nettoyage qui, en fonction des configurations, va être sûrement plus aléatoire et chaque producteur va avoir un protocole dédié. Donc, on a une deuxième question sur les risques liés à la manipulation du peroxyde d'hydrogène. Il n'y a pas de risque. Nous, enfin, il y a un risque, évidemment, si vous avez du peroxyde d'hydrogène pur. Je rappelle que le peroxyde d'hydrogène sont des formulations qui peuvent aller jusqu'à 50% de concentration. Si vous utilisez ça, vous l'utilisez comme propergol pour faire démarrer les fusées. Donc forcément, il y a un petit souci avec l'utilisation du peroxyde d'hydrogène. Mais tel qu'on le traite, tel qu'on le produit, tel qu'on le stabilise, ce sont des peroxydes d'hydrogène qui sont dosés à 6%, à 7,9 ou à 12%. Et évidemment, le ratio comburant-hygrométrie est tout à fait en faveur du produit. On n'a aucune inflammabilité sur ce produit. Donc après, il y a le danger humain, au-delà du danger physique. Physique, je parle par la formulation. Le danger humain, bien sûr que quand on fait un traitement, c'est hors présence humaine. C'est une des règles de base du process, la DSVA, désinfection des surfaces par voie aérienne, par voie automatisée comme nous la produisons, est un traitement qui se fait hors présence humaine. Et il y a un temps de dégradation extrêmement rapide du peroxyde d'hydrogène qui va dépendre de la dose qui a été mise et du protocole de désinfection appliqué. Et on retrouvera globalement des temps de latence pour une pièce de 50 mètres cubes qui vont être de l'ordre de la demi-heure. Si c'est une pièce de 5000 mètres cubes, il faudra attendre plus longtemps parce qu'il y aurait plus de produits qui auraient été dispersés à l'intérieur. Mais dans l'agroalimentaire, il n'y a pas de cas équivalent. On va avoir parfois des pièces qui vont jusqu'à 20 000 mètres cubes, parfois plus. Il faudra utiliser plusieurs machines. Il y a des systèmes d'extraction qui prennent le relais parce qu'attendre la dégradation totale du peroxyde d'hydrogène jusqu'à 1 ppm, ça prendrait trop de temps. Et dans ces cas-là, on met des systèmes d'extraction en place qui déjà sont préexistants dans les sociétés de production. Donc, on a d'autres questions sur l'autorisation en bio de nos produits. Le peroxyde d'hydrogène est un désinfectant, et en particulier le no-colise food, que vous pouvez utiliser en bio sans problème, comme en conventionnel. Voilà. Ensuite, quelqu'un nous pose la question de l'altération des surfaces traitées. Je pense que vous pouvez répondre, Thierry. Alors ça, c'est vraiment un souci qu'on a. Enfin, un souci, c'est pas un souci, justement un souci qu'on veut éviter et qui arrive dans les blocs opératoires ou dans les réa, où la présence de machines liées à la réanimation ou à la chirurgie sont naturellement une évidence. C'est-à-dire que si on commence à abîmer le matériel qui est présent, là nous allons faire face à de gros soucis. C'est pas le cas, et c'est, je dirais, tout l'intérêt d'avoir transformé le peroxyde qui est liquide. Je rappelle à tout le monde que le peroxyde d'hydrogène, c'est H2O2. Quand il est liquide, ce qui est son cas,
et à forte concentration, il va se dégrader en formant des oxyons. Il va faire H2O plus O-. Et cet oxyon O-, qui est libéré, il est extrêmement avide de tous les métaux. Il rencontre du fer, il va faire un oxyde de fer, de la rouille. Il va rencontrer du cuivre, il va faire un oxyde de cuivre. Et en le transformant en gaz, on a un énorme avantage. C'était l'astuce qui nous a permis d'obtenir autant de succès bactériaux, c'est que le H2O2 va se transformer en 2OH-. Et 2OH- sont des radicaux hydroxyles qui ont une particularité, ils n'ont pas d'affinité avec les métaux, ou très peu. Donc, ils ne créent pas d'oxyde. Donc, à partir de ce moment-là, ces 2OH- vont se recombiner sous forme d'eau, H2O, plus un demi de O2. Donc, in fine, on va refabriquer de l'eau et de l'oxygène. Donc, pas de corrosion. Donc, une question suivante et pas mal de questions qui reviennent sur le traitement des endroits secs, type des arachides, des fruits à coque, des épices. Donc par la vapeur, et est-ce que la vapeur va créer de l'humidité? Donc ça, c'est la technologie Sanivap en elle-même qui est très intéressante, parce que on arrive à faire des vapeurs très chaudes, donc très détergentes, avec des débits de vapeur très faibles, qui nous permettent de travailler dans des ateliers secs et donc de déterger sans problème tous ces particules issues de fruits à coque, d'épices et de choses comme ça, sans humidifier l'ensemble de l'atelier. Voilà. Donc, en travaillant avec des machines qui savent travailler avec des débits faibles et qui sont facilement réglables sur ces débits. Je reviens juste sur la tensioactivité, hein, qui est un phénomène qui est toujours un peu curieux pour tout le monde. Je reprends la tensioactivité de l'eau. Il faut savoir qu'elle vous permet vraiment de faire accrocher n'importe quoi sur les surfaces. Prenez du savon, prenez une bougie, vous trempez cette bougie dans l'eau, l'eau adhérera sur la bougie. Si vous n'avez pas de tensioactif, vous n'avez pas de savon, ça n'adhérera pas. Ben, la vapeur, c'est pareil. C'est-à-dire que la vapeur permet d'obtenir le même résultat. Et donc, c'est cette tensioactivité qui va permettre l'élimination de tous les résidus. Voilà, je pense que notre temps est écoulé. On répondra aux autres questions sur le chat un petit peu plus tard. Et on remercie tout le monde. Moi, je tiens à remercier Margot aussi pour son implication, même si elle n'est pas derrière la caméra. Les équipes de Process. Thierry, je vous en prie. À tout le monde. D'abord, merci à tous les participants qui ont pu intervenir ici par l'intermédiaire des questions qui nous ont été posées, fort judicieuses. En tous les cas, n'hésitez pas à continuer. On est là pour faire le maximum d'informations, le maximum de présentations et surtout le maximum de résolution des problèmes auxquels vous êtes confrontés au quotidien. Merci à tous encore une fois. Merci.